Bonjour à tous, je m'appelle Glenn Diesen et nous sommes rejoints aujourd'hui par Anatole Lieven, le directeur du programme Eurasie à l'Institut Kinsey pour une diplomatie responsable. Il est avec nous pour discuter d'un article qu'il a écrit intitulé « Pourquoi Trump a raison sur la paix en Ukraine ». Donc bienvenue dans l'émission. Permettez-moi de commencer en demandant qu'est-ce que Trump comprend bien. Eh bien, il a finalement compris qu'il n'y a aucun intérêt à viser un cessez-le-feu préalable. D'une part, parce que les Russes n'y consentiront pas, leur principal levier étant qu'ils progressent sur le terrain. S'ils s'arrêtent, quelle pression supplémentaire pourrait-il exercer sur l'Ukraine? Mais c'est aussi parce qu'un cessez-le-feu préalable, comme Trump lui-même l'a désormais reconnu, un cessez-le-feu qui ne traite pas en réalité les causes de la guerre et les problèmes sous-jacents, et qui ne met pas fin fermement au conflit, ne sera pas stable et risque d'exploser à nouveau à l'avenir. Donc, ce qui est regrettable, c'est que cela aurait vraiment dû être évident dès le départ. Et Trump a perdu beaucoup de temps, des mois, et bien sûr, des milliers de vies russes et ukrainiennes, à insister sur quelque chose qui en réalité n'allait pas se produire. Oui, il y a des arguments de la part des Européens, c'est-à-dire que si la Russie voulait vraiment la paix, elle arrêterait les attaques. Mais de l'autre côté, qui pourrait contester que la seule raison pour laquelle on envisage maintenant de rétablir la neutralité de l'Ukraine, en d'autres termes, pas d'OTAN, c'est simplement parce que les Russes progressent. Donc c'est un argument intéressant. Enfin, pas intéressant, plutôt étrange à avancer. Mais comme cela le suggère, il semble que Trump soit revenu à la case départ. Car au début du mois de février, il faisait valoir, ou plutôt, Hegseth le faisait, que l'accord pouvait être trouvé, mais qu'il ne devait pas y avoir d'OTAN, qu'il devait y avoir des concessions territoriales et des garanties de sécurité. Maintenant, après tout ce discours sur un cessez-le-feu inconditionnel, il semble y être revenu. Il plaide pour l'absence de l'OTAN, et il doit y avoir, comme il l'appelle, des échanges territoriaux. Mais désormais, la discussion porte aussi sur les garanties de sécurité. C'est également un concept très vague pour moi. Il semble que cela puisse tout signifier, mais aussi rien du tout. Qu'est-ce que cela implique exactement? Parce que on dirait que les Européens espèrent une sorte d'équivalent à l'article 5 de l'OTAN, qui entraînerait les États-Unis dans une guerre directe avec la Russie. Mais que pensez-vous de ces discussions autour des garanties de sécurité? Eh bien, c'est ça. Personne n'a réellement été capable de définir ce que ça signifie. Ou alors, quand certains ont essayé de le faire, des hauts responsables militaires sont immédiatement intervenus pour dire que c'est impossible. Dans le cas de la Grande-Bretagne, par exemple, qui a évidemment été l'un des leaders de cette soi-disant coalition des volontaires, le général Dannatt, ancien chef de l'armée, a écrit publiquement que le simple fait de fournir une brigade permanente en Ukraine impliquerait, si l'on tient compte des rotations et de la formation, d'engager l'ensemble de l'armée britannique utilisable et déployable dans cette tâche. Ce qui, bien sûr, signifierait aussi qu'il ne resterait plus de troupes britanniques pour défendre les véritables membres de l'OTAN dans les États baltes et en Pologne, ce qui semblerait franchement un échange insensé. Alors, on a cette idée d'une petite force de déclenchement. Mais une force de déclenchement implique, en fait, ce n'est pas seulement une implication, c'est dit explicitement que cela nécessiterait ce que Starmer a appelé un filet de sécurité américain. En d'autres termes, les États-Unis garantiraient d'entrer en guerre si cette force était attaquée. Or, Trump semble désormais s'orienter dans cette direction, avec ses propos sur un soutien aérien à une telle force. Mais après tout, c'est quelque chose qui a été rejeté par l'administration Biden, l'idée
que les États-Unis iraient réellement en guerre en Ukraine. Donc, je ne sais vraiment pas. Pour ce qui est des Européens, je pense qu'il s'agit vraiment d'une tentative désespérée de sauver la face. Vous savez, ils se sont engagés dans tant de positions absurdes et impossibles, qui risquent maintenant de disparaître complètement. Ils essayent désespérément de sauver quelque chose du naufrage de leur prestige, franchement. Mais je ne comprends pas pourquoi Trump semble aller dans cette direction. À moins qu'il ait, mais aussi parce que, je veux dire, il y a eu des suggestions de la part de Trump selon lesquelles Poutine aurait accepté cela, aurait accepté l'idée d'une force européenne en Ukraine. Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est que si Poutine a fait cela, cela contredit totalement tout ce que lui et l'establishment russe disent depuis des années. Et cela indiquerait, si c'est vrai, qu'évidemment, la Russie est bien plus pessimiste quant à ses chances militaires en Ukraine. Mais je ne suis vraiment pas sûr que Trump soit exact à ce sujet ou qu'il ait compris la position russe. Cela pourrait-il être une façon pour Trump, cependant, de gérer l'opposition au sein de son propre camp? Je veux dire, l'establishment politique américain n'adhère pas complètement à cette initiative de paix. Les Européens, bien sûr, y sont farouchement opposés. Zelensky résiste également. On se demande toujours si c'est Trump qui fait preuve d'incohérence ou s'il essaie simplement de les entraîner avec lui. J'ai déjà évoqué ce point lors d'un autre entretien avec un ancien collègue à moi, Fyodor Lukyanov. Il faisait remarquer qu'il n'y a pas si longtemps, les Ukrainiens refusaient même de parler aux Russes. Ils ne voulaient pas s'asseoir à la même table qu'eux. Toute négociation était hors de question. Ils avaient la loi de leur côté. Et bien, c'était pareil avec les Européens. Eux non plus ne voulaient pas parler à la Russie. Maintenant, bien sûr, ils s'assoient, ils discutent, il est question d'arrêts territoriaux. Donc tout est essentiellement sur la table. Alors, est-ce que cela signifie, vous savez, il a suggéré que c'est simplement Trump qui fait avancer lentement le processus de paix vers l'objectif qu'il souhaite. Maintenant, je ne sais pas si Trump agit de façon désordonnée, comme un imbécile maladroit, ou s'il est très calculateur et qu'il place ses pions. Je me demandais comment vous comparez ces deux options possibles. Oui, et je veux dire, à partir de là, il est logique de garder cette possibilité sur la table dans le cadre d'un éventuel accord. Parce que par exemple, à mon avis, le seul point qui pourrait être tout simplement non négociable du point de vue ukrainien, c'est l'exigence de retrait de l'ensemble du Donbass. Il serait extrêmement difficile pour Zelensky d'accepter cela, de faire accepter cela à son armée, de le faire accepter à sa population. Et il n'est pas vraiment utile de parler d'échange de territoire, car ce que l'Ukraine échangerait contre les petites portions contrôlées par la Russie serait, vous savez, dans un rapport de 15 ou 20 pour 1. Donc il se peut que ce soit non négociable. Eh bien, à ce stade, si vous voulez que les Russes abandonnent cette exigence, comme ils ont abandonné l'exigence d'un retrait complet de l'Ukraine de Zaporizhzhia et de Kherson, il faut leur offrir quelque chose en échange. Et parmi les choses que vous pouvez leur offrir, il y a de dire « D'accord, vous abandonnez cette exigence et nous abandonnerons ». Eh bien, si les États-Unis retirent leur soutien, ou tout soutien, à une force européenne en Ukraine, alors, comme les dirigeants européens l'ont clairement indiqué, cette force ne verra pas le jour, car ils n'oseraient pas l'y envoyer sans l'appui des États-Unis. Cela pourrait donc constituer un accord raisonnable à l'avenir. Oui, je me demandais, parce que la question de l'OTAN semble être un point bloqué, il n'y a aucun moyen que cela passe. Mais sur la question territoriale, comme vous l'avez suggéré, il semble qu'il y ait une certaine marge de manœuvre.
Comme vous l'avez dit, si on gèle les lignes de front à Kherson et à Zaporizhia, c'est une chose. Mais si les Ukrainiens ne le font pas, si céder des villes importantes comme Sloviansk et Kramatorsk est trop douloureux, peut-être que la réponse russe sera « Eh bien, nous reviendrons dans 2 mois et nous en rediscuterons. » Parce qu'en ce moment, Pokrovsk s'effondre et nous voyons Konstantinivka. De plus, les Russes, si je ne me trompe pas, sont entrés à Konstantinivka au cours des dernières 24 heures. Donc, si cette ville tombe, ils pourraient déjà commencer à encercler à la fois Kramatorsk et Sloviansk. Si c'est le cas, en avançant également par le nord via Lyman, alors Donetsk pourrait tomber assez rapidement. Et encore une fois, tôt ou tard, je donne 2 mois. Mais Luhansk est quoi? À 99% sous contrôle russe, de toute façon. Les Russes pourraient-ils simplement suggérer « Nous reviendrons dans 2 mois, alors ce ne sera plus douloureux parce que vous n'aurez plus le territoire. » Il semble cependant difficile d'imaginer qu'ils abandonneraient le Donbass, car cela paraît très crucial pour eux. Eh bien, comme je l'ai dit, cela pourrait dépendre de ce qu'ils obtiennent en échange. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de choses que l'Occident peut offrir. Jusqu'à présent, par exemple, les Européens parlent toujours de ne pas lever les sanctions de sitôt, qu'ils envisageraient seulement, sans engagement, de lever les sanctions à un moment donné dans le futur si la Russie respecte les termes d'un accord de paix. Eh bien, cela me semble une approche profondément insensée. Ce qu'il faudrait faire, c'est proposer de lever les sanctions, de les suspendre avec une clause de réactivation rapide si la Russie reprenait son agression. Mais si l'abandon volontaire de Donetsk est impossible pour les Ukrainiens, alors c'est l'une des choses qui peut être proposée. Mais le fait est que Pokrovsk et Konstantinivka, oui, il semble bien qu'elles tomberont assez rapidement. Mais étant donné la lenteur glaciale avec laquelle cette guerre a progressé, Sloviansk, Kramatorsk, elles sont beaucoup plus loin et représentent un enjeu bien plus important et redoutable. Je préconiserais, dans le cadre d'un règlement maintenant, que les Ukrainiens abandonnent Sloviansk et Konstantinivka en échange du retrait de la Russie des petites zones de Soumy et de Kharkiv qu'elle contrôle. Mais je ne sais pas combien de temps il faudrait aux Russes pour conquérir le reste du Donbass. Il y a tellement de variables ici dont nous n'avons tout simplement pas connaissance. Mais je pense, enfin, ceci. Eh bien, écoutez, la réponse est qu'il faudrait voir. Mais vous avez raison. Les Russes attachent effectivement une grande importance à la conquête de l'ensemble du Donbass afin de pouvoir, en gros, déclarer la victoire. Après tout, c'est la reconnaissance de l'indépendance de l'ensemble du Donbass qui a constitué la première étape vers cette guerre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait offrir beaucoup d'autres choses pour les amener à renoncer à cela. Oui, eh bien, les exigences russes sont effectivement très élevées, ce qui explique en partie pourquoi il est très difficile d'y répondre. Mais de l'autre côté, les Européens, ce qu'ils demandent, c'est un cessez-le-feu inconditionnel, ce qui signifie qu'ils n'ont en réalité aucune concession à faire. Ils veulent des réparations entre 500 milliards et 1000 milliards de dollars. La Russie devrait se retirer de tous les territoires, et l'Ukraine resterait sur une voie irréversible vers l'adhésion à l'OTAN. C'est aussi une demande considérable. C'est essentiellement demander la capitulation de la Russie, alors que la Russie est en train de gagner la guerre. Je veux dire, ils veulent aussi entraîner l'Amérique dans la guerre. Est-ce vraiment ce que nous voulons? Une guerre directe avec la Fédération de Russie, le pays qui possède le plus d'armes nucléaires au monde. Est-ce que voyez-vous cela comme faisant partie de la motivation européenne, simplement pour essayer d'ancrer les Américains en Europe, en préservant la raison d'être de l'OTAN?
Oui, absolument. Je veux dire, c'est vraiment ce que les Européens veulent faire. Ils veulent enfermer les Américains en Europe et les amener à soutenir une Ukraine anti-russe, comme une sorte de poste avancé de l'Europe. Je pense que, et en fait sans qu'ils le disent, la demande de retrait complet de la Russie n'est plus d'actualité. Je veux dire, c'est plus d'actualité parce que, comme vous le dites, les Russes sont en train de gagner progressivement, et parce que Trump l'a retiré de la table. Si ce n'était pas pour les initiatives de Trump, les Européens s'en tiendraient encore à ces positions absurdes et totalement irréalisables. Je veux dire, concernant les réparations russes. Eh bien, les Européens peuvent bien sûr saisir tous les avoirs russes en Europe. Mais s'ils étaient avisés, ils essaieraient de parvenir à un accord selon lequel ces avoirs seraient partagés avec la Russie pour la reconstruction de l'ensemble de l'Ukraine, y compris les zones occupées par la Russie. On pourrait peut-être obtenir l'accord de la Russie sur ce point. On n'obtiendra jamais l'accord de la Russie sur des réparations. C'est une autre revendication totalement vide de sens. Les Européens semblent être accros à ce genre de gesticulation creuse. Mais c'est vain, et c'est aussi dangereux, car cela encourage les Ukrainiens à maintenir des positions irréalistes également. C'était une réunion intéressante avec Zelensky, qui est venu accompagné de tous les dirigeants européens pour le soutenir. Cela a pris des allures de spectacle, pas autant que la dernière fois, bien sûr. Mais que penses-tu que cela signifie pour l'évolution plus large de la diplomatie? Parce qu'il faut se rappeler que les Européens, pendant environ 3 ans et demi, ne voulaient même pas parler aux Russes. Ils ont adopté une posture comme si c'était une décision morale. On ne parle pas à l'envahisseur. Penses-tu que cela pourrait s'effondrer maintenant que, Trump a déroulé le tapis rouge? Je veux dire, si tu es le seul à essayer d'isoler la Russie, au bout du compte, tu finiras par t'isoler toi-même, non? Eh bien, je pense qu'il sera très difficile pour les dirigeants européens actuels de reprendre des relations avec Poutine, compte tenu de toutes les positions qu'ils ont adoptées. Je veux dire, ils continuent, dans leur rhétorique, à faire tout leur possible pour insulter la Russie et Poutine personnellement, ce qui est tellement stupide vu ce qui se passe. Mais je pense que d'autres pays vont, je parle ici des Français, des Allemands et des Britanniques, mais je pense que d'autres pays vont commencer à ouvrir des relations. Les Espagnols, peut-être les Italiens. Et puis il y a la question du changement politique au sein des pays européens. Nous devrons voir ce qui se passera lors des élections françaises de 2027. Mais aussi, que se passerait-il si la coalition allemande s'effondrait? Si de nouvelles élections avaient lieu en Allemagne, un nouveau gouvernement, et si, lors des prochaines élections britanniques, Farage devenait Premier ministre, ce qui est désormais tout à fait possible. Ce n'est pas pour tout de suite. Mais je pense qu'à ce moment-là, vous verrez effectivement tous les dirigeants européens actuels. Comme vous le dites, il y a un narcissisme extraordinaire de la part des Européens, tout comme des Américains. Quand Poutine est allé en Alaska, j'écoutais la BBC et il ne cessait de répéter « Oh, vous savez, Trump a déroulé le tapis rouge pour ce paria mondial. » Et vous savez, Poutine était complètement isolé. Et maintenant, Trump lui a offert cette victoire immense. J'ai l'impression que la BBC n'a pas de correspondant à Delhi, à Pékin, en Afrique du Sud, au Brésil, en Argentine ou nulle part en Afrique. Ils restent totalement obsédés par l'idée que l'Occident représente le monde entier, ce qui n'est tout simplement pas le cas. Et plus vite ils comprendront cela, mieux ce sera pour tout le monde. Oui, je crois que 85% de la population mondiale vit dans des pays qui n'ont pas sanctionné la Russie. Donc cela devient un peu trop eurocentré.
étant donné le rôle de plus en plus réduit et en déclin que joue l'Europe. Mais il y a tout de même certaines contradictions. Par exemple, les Européens exigent de participer à ces négociations avec les Russes, mais en même temps, ils ne veulent pas parler à la Russie. Il y a eu des propositions du chancelier allemand, Merz, selon lesquelles le prochain sommet Poutine-Trump-Zelensky devrait en fait être à 4, inclure les Européens et se tenir en Europe. Mais en même temps, ils disent que Poutine devrait être arrêté dès son arrivée en Europe. Même s'il retirait l'arrestation de la table, toute l'affaire serait, de façon prévisible, un long effort pour humilier Poutine, rabaisser la Russie. Peut-être essayer de montrer à Trump à quel point la Russie est faible en les humiliant publiquement. Ce qu'il propose ressemble tout simplement à un désastre diplomatique. Penses-tu que les Américains veulent aussi que l'Europe reste complètement en dehors de tout cela? Eh bien, Trump, je veux dire, j'ai été assez surpris qu'il ait invité tous les principaux dirigeants européens en même temps, car généralement, l'approche de Trump a été de les rencontrer individuellement et d'essayer de jouer la division pour mieux régner. Mais oui, je pense que c'est exactement ça. Ils sont désespérés de montrer qu'ils jouent un rôle, mais ils n'ont en réalité rien de concret à proposer, à part, comme l'a fait Merz, insister sans cesse sur un cessez-le-feu préalable, ce qui n'arrivera pas, et une force européenne, ce qui est presque certainement impossible. Donc, oui, mon avis a toujours été celui-ci. Écoutez, comme lors de toutes les grandes négociations de la guerre froide, à l'exception d'Helsinki bien sûr, mais c'était différent. Les grandes négociations pour résoudre ou gérer des questions concrètes se sont toujours déroulées entre Washington et Moscou. Les Européens étaient alors, vous savez, essentiellement consultés, mais au final, ils se retrouvaient devant un fait accompli. Et je pense que ce sera encore le cas cette fois-ci, et que c'est probablement ainsi que ça doit se passer, étant donné que, comme je l'ai dit, les Européens n'ont en réalité rien à offrir. Alors, comment voyez-vous, je suppose que c'est la dernière question, comment voyez-vous la fin de cette guerre? Des personnes comme John Mearsheimer insistent sur le fait que les positions sont tout simplement trop éloignées, qu'il ne peut vraiment pas y avoir de paix, que cela devra se résoudre sur le champ de bataille. Et jusqu'à récemment, j'aurais été tout à fait d'accord avec cela. Mais avec les nouveaux efforts en cours, avec Trump, qui rencontre Poutine, s'il adhère à la position russe, encore une fois, aux États-Unis comme en Russie, qui sont les deux principaux acteurs de ce conflit, s'ils sont sur la même longueur d'onde, et qu'il ne leur reste plus qu'à convaincre Zelensky, car une fois que Zelensky est d'accord, il n'y a plus grand-chose que les Européens puissent faire. Soudainement, je ne suis plus si sûr que cela doive se terminer sur le champ de bataille. Que cela ne puisse pas être un accord de paix. Je me demandais, comment l'évaluez-vous? Et comment sait-on quand les efforts de paix ont été épuisés? Eh bien, je veux dire, selon moi, les Ukrainiens ne peuvent pas se retirer volontairement de l'ensemble du Donbass. Maintenant, si bien sûr la Russie conquiert tout le Donbass, alors la question ne se pose plus, et il s'agit simplement de savoir si la Russie reprendra ses exigences pour obtenir encore plus. Mais des Russes m'ont dit, assez tôt dans la guerre, qu'à leur avis, si la Russie parvenait à prendre tout le Donbass, cela suffirait à Poutine pour déclarer la victoire. En ce qui concerne les États-Unis, il me semble que si Trump pouvait offrir un certain nombre de choses concrètes dans d'autres domaines, en échange de l'abandon par la Russie de sa demande sur l'ensemble du Donbass maintenant, alors en réalité, la voie vers un accord de paix serait assez claire.
Trump a déclaré qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN. Il ne peut pas y avoir d'élargissement de l'OTAN, en réalité, car personne n'est prêt à se battre pour l'Ukraine. Il en va de même pour cette force européenne en Ukraine. Trump est en position de lever bon nombre des sanctions américaines. Bien sûr, les droits de la langue russe en Ukraine sont quelque chose que nous devrions de toute façon exiger si nous restons au minimum fidèles à notre propre attachement proclamé au multiculturalisme, à la démocratie pluraliste, etc. Et je veux dire, en ce qui concerne le désarmement ukrainien, eh bien les Russes n'ont jamais, du moins ces dernières années, défini cela. Et il me semble que si vous éliminiez, si vous disiez que vous ne fourniriez pas à l'Ukraine certaines catégories d'armes, cela suffirait probablement à amener les Russes à accepter. En fait, il me semble maintenant qu'il existe une réelle possibilité d'un règlement de paix, mais cela doit venir de Washington. Il faut que ce soit concret. Et ensuite, franchement, ça doit être accompagné de, eh bien évidemment, les Russes doivent l'accepter. Et ensuite, il faut dire aux Européens, écoutez, on ne peut pas vous forcer à lever les sanctions, par exemple, ou à garantir de ne pas stationner de troupes européennes en Ukraine. Mais si vous le faites, vous serez seuls, les amis, vous serez seuls. Et vous savez, si vous voulez combattre la Russie en Ukraine, allez-y, mais sans nous. Et je pense que cela ramènerait les Européens à la raison très très rapidement si Trump disait cela. Eh bien, c'est là que ça devient confus, parce qu'ils formulent ces exigences maximalistes, mais ils n'ont rien d'autre à sanctionner. Ils n'ont pas la puissance militaire. Ils n'ont pas la volonté politique d'aller combattre les Russes. En fait, ils n'ont aucune carte en main. Et pourtant, ils jouent un jeu de bras de fer incroyablement absurde. Et il est très difficile de comprendre d'où cela vient. Si les Américains leur retirent leur soutien en disant « Eh bien, nous nous retirons de tout ça », c'est en fait tout le pouvoir des Européens. Le fait que nous avons toujours eu les Américains derrière nous. Je veux dire, l'idée que ces 3 dernières années et demie, nous ayons accepté d'envoyer des armes, ce qui a contribué à la mort de dizaines de milliers de Russes. Jamais nous n'aurions fait tout cela si les Américains ne nous avaient pas soutenus. Mais malgré tout, alors que les Américains se retirent, la rhétorique ne semble pas encore évoluer en Europe. Et cela est préoccupant. À moins qu'ils ne se soient enfermés à ce point qu'ils soient prêts à affronter la catastrophe. Eh bien, je suppose que d'une certaine manière, écoutez, je veux dire, à quoi ont vraiment servi tous ces établissements de sécurité en Europe pendant toutes ces décennies? Ils ont écrit, ils ont rédigé d'innombrables rapports et notes d'information, dont beaucoup étaient totalement, pas tant fantaisistes que, je veux dire, soviétiques, dans leur détachement de toute forme de réalité ou de volonté réelle. Je me souviens toujours d'avoir dû me frayer un chemin à travers un énorme document allemand, il y a des années, sur la responsabilité de l'Allemagne pour la sécurité de l'Asie centrale. Et c'était à une époque où les Allemands étaient profondément divisés sur la question de savoir s'ils osaient envoyer un seul bataillon allemand pour aider à soutenir la Macédoine du Nord, vous savez, face à la menace d'une guerre civile là-bas. C'est ce qu'ils font. Ce sont des institutions qui produisent des documents. Je veux dire, les Britanniques et les Français peuvent se battre dans une certaine mesure, mais ce n'est pas comme si quelqu'un d'autre pouvait ou voulait le faire. Et une fois que vous faites cela depuis Dieu sait combien de décennies, c'est ainsi que vous fonctionnez. Vous savez, et ce n'est pas totalement inconnu dans l'histoire. Bien après les années 460, voire même dans les années 470 après Six, les vestiges de l'empereur romain et du Sénat dans les marais de Ravenne continuaient à publier des décrets que les barbares étaient censés respecter la loi romaine
et confirmait des décrets pour le roi gothique, très occupé d'Espagne, en tant que gouverneur romain de l'Ibérie. Vous savez, les Moghols, bien après être devenus, vous savez, des dépendances britanniques sous une garnison britannique, continuaient à émettre des firmans, vous savez, nommant des gouverneurs que les Britanniques avaient en réalité choisis. Mais vous savez, c'est ce que font les projets impériaux épuisés. Ils produisent de la paperasse. Et c'est, je pense, ce que font les Européens. Je ne me souviens plus qui a caractérisé la mentalité européenne fondamentale comme une mégalomanie impuissante, ce qui, à mon avis, résume assez bien la situation, en fait. Eh bien, cela me fait penser à la caractérisation de l'UE comme une puissance législative. Car dans les années 1990 et au début des années 2000, puisque la plupart des pays européens voulaient rejoindre l'UE-LEGRA, l'UE-LEGRA pouvait imposer des conditions politiques pour permettre l'adhésion. De plus, si vous voulez commercer avec l'UE-LEGRA, vous devez alors adopter sa gouvernance externe. Dans le monde académique, on qualifie l'UE-LEGRA de superpuissance législative, c'est-à-dire qu'elle crée simplement des lois par la plume, et cela se traduit ensuite par un grand pouvoir. Mais bien sûr, la puissance économique de l'UE-LEGRA a disparu. Il n'y a plus beaucoup de conditions politiques qu'ils peuvent imposer au pays pour qu'ils puissent adhérer. Et ils semblent toujours essayer de gouverner par la plume, mais plus personne n'écoute. C'est donc une perspective intéressante. Quoi qu'il en soit, Anatole Lieven, merci beaucoup pour votre temps. Toujours un plaisir. Merci. Merci. Pleasure as always. Thank you. Thanks.